Bonjour tout le monde et bienvenue à cet épisode d'Inspire Leadership Podcast, votre intersection entre votre croissance et votre leadership. Merci d'être là pour cet épisode, d'être à l'écoute. Donc, nous en sommes en plein milieu d'une mini-série de 5 épisodes dans lesquels nous plongeons, nous explorons les 5 dysfonctions d'une équipe. Et puis cela, bien sûr, basé sur le travail de Patrick Lencioni dans son livre The 5 Dysfunctions of a Team, ou la version française, bien sûr, optimiser son équipe. Alors, nous avons déjà explorer 2 dysfonctions. La première, qui est le manque de confiance, qui est la base de toute chose qu'on fait dans notre équipe. On a besoin, bien sûr, de bâtir et puis d'avoir cette confiance-là entre nous et confiance dans l'organisation aussi, bien sûr. Donc, ça, c'était la première dysfonction. Et puis, je vous invite d'ailleurs d'aller écouter à cet épisode si ce n'est pas déjà fait, même les 2 premiers épisodes. Donc, ce serait épisode numéro 13 et épisode numéro 14 de la saison 6. Donc, l'épisode 13 qui traite de la première dysfonction, donc le manque de confiance. Et puis, c'est 14, donc l'épisode 14 qui traite de la peur de la confrontation ou peur de conflit. Et puis, bien sûr, c'est certain que la confiance, qui est la première dysfonction, bien, c'est probablement l'élément de base qui est le plus important dans une équipe, c'est qu'on puisse bâtir et puis avoir cette confiance en nous-mêmes, bien sûr, cette confiance envers nos collègues et puis avoir la confiance envers l'organisation, bien sûr. Et puis, sans confiance, bien, la prochaine dysfonction, le prochain niveau de qu'est-ce que ça nous prend là, pour bâtir une équipe solide, bien, ce sont les échanges ou des conversations courageuses, comme qu'on dit, ou avoir des débats qui sont constructifs, des débats sains, avoir des conflits qui sont productifs. Alors, si on n'a pas la confiance, c'est certain qu'on ne pourra pas avoir le type de conversation qu'on a besoin d'avoir à la profondeur qu'on a besoin qu'elles soient, ces conversations, afin qu'on puisse avancer, bien sûr, et explorer les meilleures solutions possibles afin de répondre à une certaine situation ou un défi dans notre équipe. Alors, sans confiance, on ne peut pas avoir les conversations, on ne peut pas avoir des conflits sains, comme qu'on dit. Et puis, si on n'est pas capable d'avoir des conflits sains, puis que ce n'est pas clair dans l'esprit des gens où est-ce qu'on s'en va, quelle est la nature de qu'est-ce qu'on fait, quel est l'objectif de qu'est-ce qu'on fait, bien, le troisième échelon, là, c'est certain que ça va être très difficile d'avoir un engagement. Puis aujourd'hui, bien, on va parler justement de cette troisième dysfonction qui est l'absence d'engagement. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi est-ce que ça arrive? Et puis, comment est-ce qu'on peut faire là, pour nous assurer qu'on travaille puis qu'on obtient, si on veut, là, l'engagement des gens lorsqu'on propose des initiatives ou des objectifs à atteindre en équipe. Alors, quand on parle de manque d'engagement, bien, c'est assez intéressant parce que ça me fait penser à des équipes. Et puis, lorsque des équipes ils prennent des décisions ensemble, et puis là, je vous explique ça, puis je vous invite de penser à vos équipes, puis de penser aux équipes que vous avez déjà fait partie dans le passé. Ça t'est déjà arrivé que dans une équipe, on prend des décisions, mais pour une raison ou une autre, les choses n'avancent pas? Ça vous a-tu déjà arrivé, ça? Bien, dans mes maintes années en éducation et en leadership, bien, ça m'est arrivé à moi aussi. Et puis, une des raisons que je suis tellement heureux d'avoir découvert le travail de Patrick Lencioni dans les 5 dysfonctions, c'est que ça m'a permis de pouvoir reconnaître certains éléments au préalable et puis d'être capable de mettre des choses en place, n'est-ce pas, afin que moi et mon équipe, nous puissions éviter et puis bâtir vraiment quelque chose de solide ensemble afin qu'on puisse atteindre les objectifs qu'on va atteindre. Mais ça arrive, ça. Tu sais. C'est assez intéressant comment une équipe peut se réunir autour d'une thématique ou un objectif ou un défi, puis qu'il y ait des décisions qui ont été prises ensemble, comme équipe. On a eu des conversations saines, on a eu des débats qui ont été très constructifs. On a cette confiance. Mais là, dans l'action, après que la décision a été prise, les choses n'avancent pas. C'est assez intéressant. Je vais vous lire une petite anecdote ici que j'ai préparée, tout simplement afin qu'on puisse peindre un portrait de qu'est-ce qu'on veut dire là, lorsqu'on est dans une situation où est-ce qu'il y a un manque d'engagement. Donc, je vous lis une petite anecdote et puis je vous invite de faire des liens avec votre vécu.
Donc, la mise en situation, ben, c'est comme si c'était une personne qui s'occupe d'un regroupement ou d'une organisation. Ça pourrait être un leader, ça pourrait être une direction d'école, ça pourrait être un enseignant ou une enseignante qui est dans un comité puis qui est responsable pour ce comité, mais c'est une mise en situation de cette nature-là. Donc, je vous lis ça. Il y a quelque temps, j'étais en rencontre avec notre équipe. On discutait d'un changement important à mettre en place dans l'école. Une décision qui allait avoir un impact concret sur le personnel et les élèves. La discussion a été rapide. Quelques opinions ont été partagées, mais rien de très approfondi. Pas de réel débat, pas de désaccord marqué en particulier. Et à la fin, quelqu'un a dit « Parfait, on est tous d'accord, on y va ». Alors la décision a été prise et puis il y a quelqu'un qui a statué là-dessus. La décision est prise, on y va. Tout le monde a hoché la tête. La décision semblait prise. Claire, simple et efficace. Mais quelques jours plus tard, je parle individuellement avec certains membres de l'équipe et là, j'entends autre chose. Par exemple, je ne suis pas certain que c'était la bonne décision. Ah, j'aurais aimé qu'on prenne plus de temps pour en discuter. Je n'étais pas vraiment à l'aise, mais je n'ai rien dit. Et au final, bien, une mise en œuvre hésitante, des messages incohérents auprès du personnel et des élèves, et une décision qui manque de traction. Alors, est-ce que vous avez déjà vécu quelque chose de semblable à ça? Tu sais, où est-ce qu'on a eu la rencontre, la discussion, il n'y a pas eu des grands désaccords, il n'y a pas eu beaucoup de suggestions de solutions, mais qu'en bout de ligne, il y a quelqu'un qui a dit OK, c'est beau, on roule avec cette décision et puis on y va, seulement pour réaliser quelques jours plus tard ou quelques semaines ou même peut-être quelques heures plus tard qu'il n'y a pas vraiment d'action qui se passe là. Et puis que finalement, en jasant avec les gens, mais les gens ont été laissés avec encore beaucoup plus de questions que de réponses ou de pistes d'action. Puis c'est assez intéressant parce que si on a eu, lors d'une rencontre, par exemple, si on a eu la discussion en équipe par rapport à cette initiative-là, et que si vraiment les gens ont pu contribuer, ont pu partager leurs pensées, leurs idées, et puis qu'on a eu des débats, on a eu l'occasion d'avoir des débats, bien, on penserait que c'est probablement la meilleure décision qui a été prise et puis qu'on devrait être bon pour avancer dans l'action. Mais tu vois, cette partie-là, là, avancer dans l'action, là, ça, c'est une partie qu'il ne faut vraiment pas laisser implicite. Il ne faut pas laisser ça implicite. Et souvent, lors d'une rencontre et lorsqu'on parle de trouver des solutions, le processus de trouver des solutions en équipe, on concentre et on met beaucoup d'énergie sur la solution elle-même. Donc, voici, par exemple, l'objectif qu'on va atteindre. Voici la ligne d'arrivée et voici notre vision par rapport à cette ligne d'arrivée-là. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui est mise là-dessus. Puis, ben, des débats, tout dépendant si les gens dans notre équipe, on en a parlé lors du dernier épisode, qui est bien sûr la peur de la confrontation, la peur de débat ou de conversation saine. Si on n'a pas eu ce genre de conversation-là vraiment, là, ben, on va entendre des commentaires comme que je viens de vous lire, là, les exemples, tu sais, comme j'aurais voulu en parler plus, je ne suis plus certain ou je ne suis pas certain si c'est la meilleure décision, je n'étais pas vraiment à l'aise, mais j'ai rien dit. Fait que ce sont tous des signes pour moi là, qui me disent, ben, peut-être qu'on n'a pas atteint cette place-là là, avec dans le travail que nous avons fait ensemble dans la deuxième dysfonction en termes d'être à l'aise avec les conflits qui sont constructifs. Là. Donc, il y a peut-être du travail encore à faire là, mais mon point est que souvent, on va mettre l'emphase sur cette partie-là, puis qu'on dise, OK, j'ai le portrait dans ma tête de là où est-ce qu'on s'en va, puis comment qu'on va l'atteindre, où est-ce qu'on va finir, là, la ligne d'arrivée. Mais qu'est-ce qui n'a pas vraiment été explicité? Ce sont les actions concrètes. Et puis, c'est là où est-ce qu'on peut finalement, on peut finir par perdre l'engagement des gens. Puis pas dans le sens que les gens ne veulent pas s'engager, mais dans le sens que les gens n'ont peut-être pas tout ce qu'il leur faut pour qu'ils soient engagés. OK? Puis quand que je parle de tout ce qu'il leur faut, je parle de deux éléments en particulier parce que lorsque je pense à engagement dans une équipe, bien, je pense à deux éléments
qu'il faut développer ou qu'il faut avoir là, pour une équipe, pour qu'une équipe puisse avancer concrètement avec un objectif ou une initiative dans de l'action pour qu'on puisse aboutir à faire qu'est-ce qu'on veut faire. Il y a deux éléments à l'engagement. Le premier élément, bien sûr, c'est la clarté. Les choses doivent être très claires, non seulement la ligne d'arrivée puis le portrait qu'on s'est peinturé, mais les actions qu'on va prendre, qu'on va faire là, pour s'y rendre. Ça doit être extrêmement clair, là. Clair comme de l'eau de roche, comme on dit, n'est-ce pas? Et le deuxième élément, ben, c'est le buy-in ou l'adhésion. Puis pas juste un buy-in régulier, là. Je vais dire ça de même, mais un buy-in explicite de tous les membres de l'équipe par rapport à cette décision commune qu'on a prise ensemble. Donc, le buy-in le buy-in explicite de tous les membres de l'équipe par rapport à cette décision commune. Ce sont les deux éléments qui sont ultra importants, et puis Patrick en parle dans son livre, bien sûr, afin qu'on puisse s'assurer d'avoir l'engagement des gens. Parce que, tu sais, quand on parle d'engagement, on le sait que ça ne veut pas dire que tout le monde va être en accord là, à 100%. Mais, puisque nous avons la confiance, puisque nous avons ensuite eu les débats qui ont été sains, on a débattu, on a tout dit qu'est-ce qu'on a voulu dire, bien, on le sait que même si on n'est peut-être pas en accord ou si ce n'était pas notre vision individuellement de comment on aurait pu avoir procédé, bien, je vais quand même m'engager. Puis cet engagement-là va être explicite tout de même parce que c'est une décision commune. Alors, l'équipe a jugé que c'était la façon d'y aller, c'était la majorité, donc je m'embarque et je m'engage tout de même. N'est-ce pas? Donc, lorsqu'on pense à engagement d'une équipe, là, je veux que vous pensiez à ces deux éléments-là. Est-ce que les choses sont claires, donc la clarté, et est-ce que nous avons le buy-in ou l'adhésion explicite de tous les membres de l'équipe, là, pas juste le trois quarts, pas 98%, mais idéalement, là, on a 100%. On a 100% du buy-in explicite des membres de notre équipe autour de cette décision-là qui a été prise, cette décision commune qui a été prise. Puis il y a un dernier élément, je dirais, qui est comme parapluie là, autour de ces deux, de ces deux éléments importants-là par rapport à l'engagement. Donc, j'ai parlé de la clarté puis du buy-in. OK? Avec ça, là, doit venir la volonté d'agir. La volonté des gens à vouloir agir par rapport à cette décision-là avec cohérence, avec un buy-in explicite parce que les choses ont été mises au clair, c'est clair où est-ce qu'on s'en va, c'est clair les actions qu'on a à faire puis qu'on va mettre en place, c'est clair qui est responsable de quelle partie de cette initiative. Donc, si j'ai fait un travail au niveau d'une équipe, là, OK, on est en équipe, peu importe, ça peut être un comité, ça peut être une réunion du personnel, peu importe, mais il y a une décision qui a été prise. Je veux m'assurer, numéro un, que j'ai bâti la confiance dans mon équipe, qui est la première dysfonction. Le numéro deux, je veux m'assurer que les gens sont à l'aise d'avoir des conversations courageuses, les gens sont à l'aise d'avoir des débats qui peuvent être animés, des débats qui peuvent avoir beaucoup de passion, mais c'est des débats dans lesquels les gens ont eu l'occasion de déposer qu'est-ce qu'ils avaient à dire. Ils ont eu l'occasion de partager qu'est-ce qu'ils pensent puis de partager toutes leurs idées. On a vraiment épuisé chaque personne là, afin d'aller chercher la meilleure solution, la meilleure décision possible. Une fois qu'on a fait ça, mes chers collègues, quand c'est clair, là où est-ce qu'on s'en va, quand on a le buy-in explicite de chaque personne, à vouloir avancer sur cette décision qui a été commune, OK, c'est bon, mais là, est-ce que tu veux agir? Ça prend la volonté d'agir en cohérence avec cette décision commune-là. Ça, c'est vraiment important. Donc, finalement, ça revient à la définition de qu'est-ce que c'est l'engagement dans une équipe. Alors, moi, c'est comme ça que je le définis du moins. J'ai clarté, j'ai le buy-in explicite à une décision commune, et puis avec ça doit venir la volonté de vouloir agir. Puis tantôt, je vous ai dit que, tu sais, quand on parle d'un engagement, là, oui, ça nécessite ces deux éléments-là en particulier. Mais est-ce que ça veut dire que tout le monde doit être en accord à 100%? Souvent, ça peut nous arrêter à vouloir avancer puis de passer justement à l'action, là, avoir cette volonté d'agir parce qu'on n'a pas, on n'a pas 100% des gens qui sont en accord, mais on pense que ça nous prend ça pour avancer. Et puis,
en vérité, ben, ça ne prend pas 100% des gens qui sont en accord, là. Ça prend la majorité de l'équipe qui est en accord. Ça prend les débats. Ça prend toutes les idées sur la table. On a décortiqué ça, on l'a travaillé, on a discuté. Ça prend ça. Mais en bout de ligne, là, si on n'a pas 100% de gens qui sont en accord, on a, je ne sais pas moi, on a 85-90%, ça veut dire qu'on n'avance pas? Ben non. On peut tout de même avancer, là. L'autre chose aussi qui peut avoir tendance à nous arrêter, puis quand que je pense à mon expérience personnellement à travers des années comme leader, euh, une autre chose qui m'a arrêté d'avancer ou de vouloir avancer aussi, c'était que j'avais des gens qui n'étaient pas contents avec la décision ou qui n'ont pas aimé la décision. Puis ça revient peut-être un peu à mon besoin de vouloir faire plaisir à tout le monde. Tu sais, j'ai tendance à faire ça. Même si ça veut dire mettre de côté comme mes propres besoins ou si ça veut dire que peut-être que ça va causer un délai parce que j'avais ce besoin-là de m'assurer que tout le monde était heureux avec les décisions, avec les directions qu'on s'était dit qu'on voulait prendre. Mais j'ai appris avec le temps et j'ai appris grâce, bien sûr, à des lectures comme Optimiser votre équipe ou les 5 dysfonctions de Patrick Lencioni. J'ai appris que ne faut pas que 100% du monde là, soit dans une position où est-ce qu'ils aiment la décision, là. Tu sais, moi, je peux peut-être pas aimer la décision, mais quand même m'engager parce que j'ai confiance en l'équipe qui dit que c'est ça, qu'est-ce qui est la meilleure chose à faire là, dans cette situation qu'on se retrouve. Donc, ça ne prend pas tout le monde, tous les gens là, qui aiment la décision. Ça ne prend pas non plus 100% d'unanimité. Ça ne prend pas 100% du consensus, un consensus parfait. C'est rare qu'on va avoir un consensus parfait en équipe, là, vraiment, quand on y pense. Tu sais, ça peut arriver, mais souvent, je pense que atteindre le consensus parfait, c'est peut-être un drapeau rouge finalement. Si on est toujours en train d'obtenir un consensus parfait, je pense qu'on a des questions à se poser, à savoir est-ce que les gens disent vraiment qu'est-ce qu'ils pensent, est-ce qu'on l'a vraiment bien débattu. Parce qu'à un moment donné, là, ça ne se peut pas que 100% du monde sont tout le temps d'accord avec toutes les situations dans lesquelles on se retrouve par rapport au choix de solution. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-tu un drapeau qui est en train de me dire, oups, on a peut-être des gens qui ne sont pas en train de dire qu'est-ce qu'ils ont besoin de dire là, ou qu'est-ce qu'ils devraient dire afin que l'équipe puisse arriver à la meilleure décision. Alors, consensus parfait, ça ne prend pas ça. Je l'ai mentionné, ça ne prend pas qu'on soit 100% en accord aussi. Ça, c'est certain. Donc, des stratégies maintenant par rapport à la clarté et puis le buy-in ou l'adhésion. Y a-t-il des stratégies qui existent qu'on pourrait utiliser justement afin de pouvoir développer ou nous assurer qu'une fois on s'est mis d'accord majoritairement sur une décision commune, comment est-ce que moi, je peux faire en sorte, comme membre de l'équipe ou comme leader de cette équipe-là, de m'assurer que on a un buy-in là, qui se passe, un buy-in explicite qui se passe et puis que les choses sont très, très, très claires aux gens, dans les yeux des gens, là, par rapport à qu'est-ce qu'on a décidé et puis quelles sont nos prochaines étapes. Donc, parlons de stratégie pour justement pour nous assurer que les choses sont claires. OK? Puis je vais en partager juste quelques-unes là, qui ne sont pas sorciers. Là. C'est vraiment facile à mettre en œuvre lors des rencontres en particulier. Donc, j'aimerais que vous pensiez à une réunion du personnel ou une rencontre que vous allez entretenir ou que vous avez entretenue. Et puis, une des stratégies que moi, j'ai adoptées lors de ces rencontres-là, afin que les choses soient claires, puis que les gens puissent partir avec un esprit calme parce qu'ils savent exactement à quoi s'attendre, et puis à quoi l'équipe s'attend d'eux, mais c'est de poser une question. À la fin de la rencontre, là, après qu'on a débattu puis on est arrivé à une décision, une bonne question à poser est la suivante. Qu'avons-nous décidé exactement aujourd'hui? Alors, imaginez-vous, vous êtes dans une rencontre, vous avez débattu des choses, vous êtes arrivé à des solutions, et puis là, avant que les gens quittent pour retourner dans leur environnement, dans leur routine habituelle à tous les jours, puis qu'ils deviennent très, très, très occupés, bien, imaginez poser cette question-là. Avant que les gens quittent la rencontre, et puis la dernière chose qui leur passe dans la tête, avant de quitter la rencontre, c'est un retour sur qu'est-ce que nous avons décidé exactement.
Donc, on pose cette question-là et puis on a des gens, on a quelqu'un ou des gens qui répètent les décisions qui ont été prises afin qu'on puisse l'entendre encore une fois. Et ça, qu'est-ce que ça fait? Bien, ça renforce, bien sûr, euh, notre compréhension de qu'est-ce que nous avons capté pendant les discussions, pendant la rencontre. Parce que ça arrive parfois qu'on va partager quelles ont été les décisions pendant la rencontre et puis que quelqu'un va se déclarer, ben OK, j'ai peut-être mal compris, là, mais je pensais que c'était quelque chose autre que qu'est-ce que tu viens de dire. Fait qu'on est capable d'aller chercher là, peut-être ces dernières personnes qui ont encore des questions où est-ce que c'est pas clair et en répétant les décisions qui ont été prises, là, exactes, là, bien, ça peut aider à clarifier les choses. Parce que souvent, là où est-ce que ça va nous causer des ennuis ou là où est-ce que ça peut bloquer, c'est lorsqu'on a des personnes qui quittent, mais que vraiment, ce n'est pas à 100% clair dans leur esprit. Et puis avec le temps, bien, on a le temps de le mijoter, on a le temps d'y penser une, deux, trois, quatre, cinq fois. Et quand on fait ça, parfois notre compréhension peut être transformée, peut changer et devenir quelque chose qui n'était pas du tout ce qui avait été décidé là, dans la rencontre. Alors, posez ces questions-là à la fin de votre rencontre. Je vous suggère de faire ça. Hein? Qu'avons-nous décidé exactement aujourd'hui, là? Et puis les gens, ils quittent. La dernière chose avant de quitter, c'est qu'ils entendent à nouveau là, qu'est-ce qui a été décidé puis quelles actions qu'on a dit qu'on allait prendre. Ça, c'est la première stratégie pour la clarté. Une autre bonne stratégie, bien sûr, c'est d'avoir des échéances. Hein, pour que ça soit clair. Ça fait quand on ne donne pas d'échéance aux personnes, je pense que les gens ont tendance à peut-être pas faire en sorte que c'est autant une priorité que d'autres choses. Et puis quand c'est moins une priorité, bien, on l'a moins souvent en tête, je trouve. Et puis quand on l'a moins souvent en tête, surtout quand c'est quelque chose d'important pour l'équipe, disons, là, une décision qui a été très, très importante, mais le plus de temps qui passe, là, je pense que le plus de chances qu'il y a que la compréhension risque de changer, la compréhension de cette personne-là par rapport à qu'est-ce qui a été décidé puis qu'est-ce qu'il y a à faire. Quand on établit des dates d'échéance là, pour des choses, là, soit une mise à jour ou soit, bien sûr, une date afin de remettre un rapport de quelque sorte, peu importe qu'est-ce que c'est, avoir une date d'échéance, je trouve que ça nous aide à garder cet élément-là dans notre esprit, dans nos pensées, dans nos réflexions. Parce qu'on sait qu'on a quelque chose à faire pour une certaine date, il y a une attente qui est là. Et puis, je dois organiser mon temps d'ici à ce temps-là afin de m'assurer que je fais ce que j'ai à faire là, dans cette action-là afin d'arriver à produire qu'est-ce que j'ai besoin de produire pour l'équipe. Alors, quand on parle d'engagement, là, ben, avoir des dates d'échéance, ça nous aide. Là. Ça met un petit peu, ça nous met un peu le feu là, pour nous dire, hey, j'ai des responsabilités. On s'est dit qu'on avait cette solution-là en commun, puis qu'on allait mettre ces actions-là en place. Et puis ça, c'est ma partie de la responsabilité de qu'est-ce que j'ai à faire. Donc, il faut que je le fasse là, parce qu'il faut que ça soit fait par une certaine date. Donc, encore une fois, ça nous permet de garder ça dans notre esprit. Ça nous met le feu un peu là, par rapport à passer aux actions sur lesquelles on a décidé ensemble. Puis ça fait en sorte que ben, je demeure engagé dans ce que je suis en train de faire. OK? Fait que deux petites stratégies, pas sorciers, comme j'ai dit, faciles à mettre en œuvre et que je vous suggère d'essayer. Donc, dans vos équipes, de poser la question à la fin de chaque rencontre, qu'avons-nous décidé exactement aujourd'hui? Et le numéro 2, lorsque c'est propice, bien sûr, mais c'est d'avoir des dates d'échéance pour des actions. Et puis donner ça aux gens, on va mettre ça dans notre calendrier tout de suite, on se met des rappels, puis on s'assure qu'on demeure engagé dans ce qu'on a dit qu'on allait faire. Allons maintenant du côté du buy-in ou l'adhésion. Donc, y a-t-il des stratégies qui existent afin de nous assurer qu'on a le buy-in? Puis le buy-in ou l'adhésion, je trouve que c'est beaucoup plus rattaché à la personne elle-même, à nos émotions, à notre état d'esprit, à nos philosophies. C'est beaucoup plus attaché à ça. Et puis la raison que je dis ça, c'est parce que une des premières stratégies que je vais vous proposer, mais ça n'est une que Patrick discute dans son livre, bien sûr. Et puis ça, c'est que pendant les débats là, qu'on a en rencontre, en route à décider ou à prendre des décisions et puis à choisir des actions, quand on est en train de parler de ça, là,
On doit s'assurer que pendant ces débats-là, pendant les conversations, qu'on est en train d'extraire toutes les idées des gens. On est en train d'extraire toutes les opinions des gens et on est en train d'extraire toutes les perspectives des gens. Donc, en d'autres mots, là, l'exemple que je vous avais donné là, de qu'est-ce que j'entends lorsque j'ai dans ma mise en situation, mon anecdote ici, là, une des choses que j'avais dit que j'avais entendu suivant la rencontre était euh, je ne suis pas certain que c'était la bonne décision. J'aurais aimé qu'on prenne plus de temps pour en discuter et je n'étais pas vraiment à l'aise, mais je n'ai rien dit. Donc, si on prend le deuxième, là, j'aurais aimé qu'on prenne plus de temps pour en discuter. C'est parti-là, là. Tu sais? C'est important que on s'assure d'aller chercher toutes les idées des gens, les opinions et les perspectives. Et parfois, ça veut dire qu'on doit questionner des individus en particulier parce que, comme vous le savez, nous pouvons avoir des gens dans notre équipe qui ont tendance à moins parler et moins contribuer pendant des rencontres. OK? La dernière chose qu'on veut, c'est d'avoir des gens qui quittent la rencontre avec le sentiment qu'ils ne se sont pas, qu'ils n'ont pas été entendus, qui n'ont pas eu l'occasion de dire qu'est-ce qu'il y avait à dire. Et parfois, on doit inciter les gens à faire ça. OK? Alors, si tu as quelqu'un dans une rencontre qui n'a pas vraiment contribué encore et puis vous avez tout de même des débats passionnés, vous voulez arriver à des solutions, mais que vous avez des personnes qui n'ont peut-être pas vraiment parlé, nommez-les. Posez-leur directement la question. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Fred? Tu sais? On n'est pas obligé de dire, tu sais, qu'est-ce que tu en penses parce que tu n'as pas beaucoup parlé, tout dépendant de la relation que tu as avec la personne. On ne veut pas cibler la personne non plus, mais on veut que la personne sache qu'elle a une responsabilité envers l'équipe, elle a une responsabilité à contribuer ses idées, à contribuer ses opinions et à contribuer sa perspective des choses parce que ça peut nous aider, ça peut nous amener vers une solution qu'on n'avait pas anticipée. Alors, dans une rencontre, mes chers collègues, puis ça, c'est pas juste le leader qui fait ça, là, c'est tout le monde dans l'équipe qui peut faire ça. Si toi, tu remarques que tu as une ou un collègue qui est demeuré trop silencieux pendant une rencontre, pendant des débats, bien, vous pouvez questionner cette personne-là puis leur demander, puis qu'est-ce que tu en penses? As-tu une idée, comme tu vois ça, comment, de ton point de vue, qu'est-ce que tu penses qu'on devrait faire? Allez questionner ces personnes-là. Puis en bout de ligne, quand on arrive à la fin de notre débat, puis que nous avons une décision commune et puis des actions ciblées, puis même on peut poser la question aux gens, est-ce que tout le monde s'est senti comme s'ils ont dit qu'est-ce qu'il y avait à dire? On peut poser cette question-là. Donc, en d'autres mots, c'est qu'on veut donner toutes les occasions possibles pour que chaque personne puisse contribuer. Puis quand que j'ai fait ça, je peux quitter une rencontre dans laquelle je me sens comme si j'ai dit qu'est-ce que j'avais à dire, je me suis senti entendu, écouté, même si on n'est pas allé avec mon idée, là. J'ai eu mon occasion, j'ai déposé qu'est-ce que j'avais à déposer, j'ai une satisfaction d'avoir contribué à ma façon à l'équipe. Puis comme je disais, là, même si on ne va pas avec mon idée, mais le fait que j'ai fait ça, puis que la majorité de l'équipe a décidé d'aller dans une certaine direction, ben mon buy-in, probablement, il va être là, là. Tu sais, je ne suis peut-être pas en accord ou j'aime moins l'idée, mais j'ai confiance dans l'équipe, donc je vais y aller. Mon buy-in, il va être là, il va être explicite, là, mon buy-in, à la décision commune de l'équipe. OK? Donc, allez extraire toutes ces choses-là de vos personnes pendant les rencontres. Et pour les personnes qui demeurent plus silencieuses, questionnez-les. Demandez-leur directement leurs pensées, leurs perspectives, leurs opinions. Vraiment, vraiment important. Et la deuxième stratégie, puisque j'en ai deux pour l'adhésion ou le buy-in aussi. Donc, la deuxième stratégie pour développer davantage le buy-in, bien, je l'ai mentionné avant, là, c'est d'éviter le piège du consensus. OK? Éviter le piège du consensus. On n'est pas obligé d'avoir 100% de consensus ou un consensus parfait. Puis je vous le dis, là, ça nous arrête plus souvent que qu'est-ce qu'on pense. Le fait qu'on n'a pas le consensus de tout le monde. Surtout si on n'a pas le consensus des membres de notre équipe qui ont,
qui ont peut-être une personnalité plus forte que d'autres personnes, puis qui ont tendance à parler souvent et à contribuer souvent. On donne peut-être beaucoup d'importance à cette personne-là, à qu'est-ce qu'elle a à dire. Et puis, on pourrait avoir tous les autres membres qui sont en accord, mais si cette personne-là ne l'est pas, oups, on va avoir tendance à peut-être mettre un délai là, ou mettre les freins, puis pas avancer. Qu'est-ce qui est vraiment important à comprendre, et puis Patrick en parle aussi dans son ouvrage, c'est d'éviter de faire attention au piège du consensus. OK? Pas obligé d'avoir 100% consensus, un consensus parfait. Du moins qu'on a la majorité, on peut avancer. Et ça, c'est un élément qui peut être discuté en équipe avant là, qu'on prenne des décisions, puis que tout le monde s'entend sur les règles du jeu. On n'aura peut-être pas un consensus parfait, mais si on a la majorité, on avance. Est-ce que tout le monde est en accord avec ça? Et on s'engage. Ça fait une grosse différence là, parce que quand on a peur du consensus ou on veut un consensus parfait, ça va nous arrêter. Je vous le dis tout de suite, ça va nous freiner dans nos objectifs, dans nos initiatives. Puis ça va faire en sorte que l'équipe ne pourra pas avancer. On va remettre ça à une prochaine rencontre. Il n'y aura pas de solution. Et puis potentiellement, ça va être remis encore une fois à une prochaine rencontre. Il n'y aura pas de solution parce qu'on cherche tout le temps le consensus parfait. Quand vraiment, là, ça ne prend pas nécessairement un consensus qui est parfait, n'est-ce pas? Donc, les deux stratégies pour l'adhésion ou le buy-in, bien sûr, je répète, extraire toutes les idées, les opinions, les perspectives des gens pendant les débats, les conversations. Et le numéro 2, c'est d'éviter le piège du consensus. Éviter le piège du consensus. Maintenant, quand les gens sur cette veine-là, quand les gens n'ont pas pu exprimer leur point de vue, comment est-ce qu'on peut voir ça? Parce que parfois, quand on est dans une rencontre, ça peut être difficile à observer. C'est surtout si j'anime la rencontre et puis je pense à plein de choses, là, à plein de morceaux qui bougent là, pendant ma présentation, ma rencontre ou ma formation. Ça peut être difficile d'observer des gens peut-être là, qui n'ont pas nécessairement exprimé leur point de vue. J'ai peut-être pas remarqué qu'il y avait une personne, par exemple, qui a parlé beaucoup moins que d'autres. Alors, quels pourraient être des signes, là? Qu'est-ce qu'on voit lorsqu'on a des gens qui n'ont pas pu exprimer leur point de vue? On peut avoir des gens qui hésitent de s'engager. Ça, c'est le numéro 1. La deuxième chose que j'ai notée ici, ils gardent des réserves. Hein? Ils gardent des réserves. Alors, ils gardent ça à l'intérieur. Et puis là, ça peut pourrir à l'intérieur. Et puis là, il y a toutes sortes de messages qui se font en arrière-plan. Et puis, ça peut défaire nos initiatives, n'est-ce pas? Alors, ils gardent des réserves et ces gens-là vont finir par ralentir l'exécution de qu'est-ce qu'on veut faire, là, les actions qu'on s'est dit, qu'on s'était données afin d'arriver à notre objectif. OK? Il va y avoir un ralentissement de ça, là. Et ça, ce n'est pas une bonne chose. On veut que les choses avancent et on veut éviter les ralentissements parce que ça peut décourager les gens. Les gens peuvent se poser des questions à savoir, mais comment ça n'avance pas? Il me semble que les gens, c'était clair qu'est-ce qu'on avait à faire à une rencontre. On a tous nos responsabilités. On a identifié qu'est-ce qu'on avait à faire. Les gens avaient dit qu'ils étaient in. On avait le buy-in explicite. Mais là, c'est comme si ça n'avance pas, puis je ne comprends pas pourquoi. Donc, tout d'un coup, là, la clarté, elle vient de diminuer là, à cause du fait qu'on a des gens qui se sont sentis comme s'ils n'ont pas pu s'exprimer. Donc, c'est pour ça que c'est important, là, cette stratégie-là, là, de nous assurer que tout le monde a la chance de dire qu'est-ce qu'ils ont à dire, leurs opinions, leurs idées, leurs perspectives. Ils hésitent de s'engager, ils gardent des réserves, ils ralentissent l'exécution. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pendant une rencontre là, pour nous assurer que ces choses-là n'arrivent pas? Bien, je vous ai partagé déjà 4 stratégies. 2, afin de développer davantage la clarté, de nous assurer que c'est clair là où est-ce qu'on s'en va. Et la deuxième, justement, là, pour avoir ce buy-in explicite-là autour d'une décision commune qu'on a prise ensemble et ensuite avoir la volonté de passer en action. Donc, 2 stratégies là aussi. Alors, afin de nous assurer qu'on a l'engagement des gens, un leader efficace, bien, qu'est-ce qu'il peut faire? Là? Puis quand je dis un leader efficace, ce n'est pas juste la personne là, qui a un titre. Hein? Je parle de n'importe quelle personne qui est dans cette équipe-là, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire?
On peut clarifier les décisions. Ça, c'est la première chose, hein, s'assurer que c'est clair. Puis je vous ai donné une stratégie pour celle-là. Poser la question, qu'est-ce que nous avons décidé exactement ici aujourd'hui? On pose cette question-là à la fin de chaque rencontre. Valider la compréhension. On peut poser des questions aux gens pour nous assurer qu'ils comprennent bien. On peut poser des questions aux gens qui ont tendance à être beaucoup plus silencieux pendant les débats, pendant les conversations que nous avons, afin d'arriver à des solutions, bien sûr. Et on peut nommer explicitement les engagements. Puis je rattache à ça la stratégie de donner des échéances aussi. OK? Alors, on nomme explicitement les engagements, donc on revient sur nos actions, les prochaines étapes, et on a des dates d'échéance par rapport à ça. On ajoute ce petit morceau-là, là, les dates d'échéance, afin de nous assurer que c'est clair dans la tête de tout le monde et puis qu'on donne le plus de chances possible à avoir l'engagement des gens, bien sûr. Puis là, quand on parle d'engagement, n'oubliez pas, on parle du fait que les choses sont claires et puis que nous avons le buy-in explicite des gens autour d'une décision qui est commune. Alors, j'ai deux petites questions de réflexion pour vous, encore une fois, par rapport à cette troisième dysfonction qui est l'absence d'engagement. Puis la première question, ce n'est peut-être une qui est un peu plus personnelle. OK? Donc, j'aimerais que tu y penses. Je te pose la question, puis j'aimerais que tu laisses cette question-là trotter dans ton esprit un peu. Tu sais, autour de toute la question d'engagement, puis de buy-in là, en particulier. OK? Et voici ma question. Ai-je besoin d'avoir ma façon pour avoir mon engagement? Donc, en autre mot, là, quand tu penses aux rencontres avec tes équipes que tu as eues, lorsque tu penses à ça à travers des années, puis tu penses à la façon que tu t'es engagé, aux décisions qui ont été prises, puis aux actions qui ont été choisies, est-ce que l'équipe avait besoin pour avoir ton engagement, pour que l'équipe puisse avoir ton engagement, est-ce que toi, tu avais besoin d'avoir ta façon? Fait qu'en autre mot, là, si la décision n'était pas ton idée, si tu n'étais pas en accord avec la décision, ça voulait-tu dire que dans ces instances-là, que tu n'étais pas vraiment engagé, là? Peut-être que tu as dit que tu l'étais, mais vraiment, tu ne l'étais pas. Puis ça, c'est vraiment une question importante, personnelle à se poser, là. Tu sais? Parce qu'il y a juste nous il y a juste nous qui pouvons contrôler ça dans nous-mêmes. Mon engagement, mon buy-in. Si je n'ai pas ma façon, je ne suis pas in. Wow. Ça peut faire bien du dommage. Ça, c'est très égoïste aussi. Est-ce que tu as eu l'occasion de le débattre? Est-ce que tu as déposé tes idées, tes opinions, tes perspectives? Si oui, est-ce que la majorité de l'équipe a dit qu'on voulait avancer dans cette direction-là, qui n'était pas la direction dans laquelle toi, tu voulais avancer? Puis on a-tu eu ton buy-in explicite tout de même autour de cette décision commune? Puis si la réponse est oui, c'est excellent, c'est bravo. Ça veut-tu dire qu'on doit aimer ça? Non. Tu sais, on ne peut ne pas aimer la décision, mais je peux quand même m'engager aux actions que l'équipe, là, que nous, l'équipe, là, on a décidé d'entreprendre avec les dates d'échéance rattachées à ça. Même si j'aime pas ça. Pas obligé d'aimer ça, c'est correct. Par contre, je suis obligé d'avancer. Avec l'équipe, ça fait partie de ma responsabilité dans mon équipe, que j'ai envers mon équipe, là. C'est de continuer, même si je ne suis pas content avec la décision. Alors, je répète la question, ai-je besoin d'avoir ma façon pour avoir mon engagement? Pensez à ça. Et la deuxième question, ça revient à la première stratégie que je vous ai proposée afin de nous assurer qu'on a une clarté là, à la fin d'une rencontre. Bien, avez-vous une stratégie de fin de rencontre pour clarifier les choses? Est-ce que c'est une pratique commune que vous avez? Puis sinon, bien, c'est une pratique que vous aimeriez mettre en place afin de développer davantage, d'avoir davantage cette clarté-là. Là, hein? C'est d'avoir une stratégie de fin de rencontre. Puis je dis stratégie parce que les stratégies, ils peuvent différer. Là. Moi, je vous en ai proposé une. C'est une question qu'on pose. Ça peut être un sondage dans lequel les gens ont la chance de dire des choses. Mais de mon expérience, et qu'est-ce que moi, je vous propose, c'est dans la planification de vos rencontres, c'est de prévoir là, le temps nécessaire à la fin
que ça soit 5 minutes, tout dépendant de la thématique, puis du genre de personnes que nous avons dans notre équipe, et puis de ces facteurs-là qu'on doit considérer, bien sûr, c'est de mettre de côté le temps nécessaire. C'est-tu 5 minutes, c'est-tu 10 minutes, mais j'ai tout le temps un bloc à la fin, puis ça fait partie de comment nous, on organise nos rencontres, où est-ce que on revient sur les décisions qui ont été prises, on pose la question, qu'est-ce qu'on a décidé exactement, on revient là-dessus pour nous assurer que les gens ils quittent la rencontre, puis que ça soit clair, puis que ça soit la dernière chose qu'ils se souviennent de la rencontre, c'est les décisions qu'on a prises, les actions qu'on va faire, puis les dates d'échéance. Fait que, est-ce que vous avez une stratégie comme ça en place là, présentement là, de fin de rencontre? Moi, j'ai nommé ça une stratégie de fin de rencontre là, pour clarifier les choses, pour vous assurer que vous avez justement là, cette clarté là, face à une décision. Alors, première question, ai-je besoin d'avoir ma façon pour avoir mon engagement? Et la deuxième question, mais est-ce que vous avez une stratégie de fin de rencontre pour clarifier? Parce que quand on y pense, là, à la troisième dysfonction qui est l'absence d'engagement, quand on n'a pas d'engagement, quand les gens ne sont pas engagés, là, puis je pense aux idées là, qui peuvent être générées là, potentiellement, là, les meilleures idées, il reste des idées. C'est ça qu'est-ce qui arrive. Les idées ne se transforment pas en concret. Les meilleures idées, il reste des idées. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est ce qui arrive quand on n'a pas d'engagement parce que les gens ne passent pas à l'action. Donc, ça reste dans les nuages, là, tu sais. Ça reste des bonnes idées. Ah oui, c'est une bonne idée, on devrait faire ça, on devrait faire ça, on devrait faire ça. Mais il n'y a pas d'action. Fait que ça reste des idées. L'engagement, ça transforme une décision en action. C'est ça, qu'est-ce que ça fait? C'est ça, qu'est-ce que ça fait quand on y pense, là. Du moins, c'est la façon dont moi je le vois. L'engagement, ça transforme une décision en action. Et de cette façon-là, une idée ne reste pas juste une idée. Tu sais, ça devient une réalité des choses. Alors, j'espère que vous avez apprécié cet épisode portant sur la troisième dysfonction qui est l'absence d'engagement de Patrick Lencioni. Je vous remercie d'être là encore une fois à l'écoute de cet épisode. Si vous connaissez quelqu'un, bien sûr, une équipe dont vous croyez que cette mini-série portant sur les 5 dysfonctions d'une équipe, que cette équipe-là pourrait bénéficier, je vous encourage fortement de partager cet épisode ou même tous les épisodes avec ces gens-là. Envoyez-leur un message avec le lien au podcast, soit que vous l'écoutez dans votre plateforme préférée ou vous pouvez la visionner dans notre chaîne YouTube. Quelle belle occasion de développement professionnel pour une équipe que de vraiment étudier ces 5 dysfonctions-là. Alors, partagez, s'il vous plaît, je l'apprécie énormément. C'est comme ça qu'on aboutit à solidifier des équipes un peu partout et à avoir un impact et une influence comme leader, hein, c'est en faisant des partages. Alors, si vous connaissez quelqu'un ou une équipe, là, n'hésitez pas et partagez bien sûr cet épisode. Et bien sûr, on espère ou j'espère que vous allez être là pour le prochain épisode. Alors, c'est la prochaine dysfonction. Bien sûr, on va parler de l'évitement de la responsabilisation. J'ai ma petite pyramide ici là, pour ceux qui sont dans YouTube. Donc, on va parler de ça. Et puis celui-là, c'est vraiment intéressant. Quand on parle de responsabilisation, on va définir qu'est-ce qu'on veut dire par responsabilisation. Et puis, vous allez voir que ça veut peut-être dire quelque chose que vous ne pensiez pas que ça voulait dire. Donc, j'ai vraiment hâte de partager cet épisode avec vous. Mais d'ici à ce temps-là, merci encore une fois d'avoir été à l'écoute d'Inspire Leadership Podcast. Moi, je me nomme Joël McLean. C'est tout le temps un plaisir de jaser avec vous et on se revoit pour le prochain épisode.